Bon. Donc, on va démarrer. Un bonjour à toutes et à tous, et puis aux personnes qui vont arriver après. Donc, moi, pour ma part, je suis vraiment ravi d'accueillir aujourd'hui pour ce live RPS QVT, d'accueillir donc Xavier Ménard, qui est responsable des ressources humaines et qui vient nous parler du burn-out. Voilà, c'est un sujet important sur lequel je travaille actuellement et qui m'intéresse particulièrement. Eh bien, merci Sébastien. En introduction de mon propos et de ce webinaire, en fait, je vais vous faire une confidence. Quand Sébastien Vaumoron m'a sollicité pour ce webinaire sur le thème burn-out, le dire ou le cacher, je dois avouer que j'ai été rapidement submergé par cette question, alors que, quand même, j'ai écrit un livre sur le sujet, dont le titre Burning Out fait directement référence à la notion de coming out, donc la volonté de l'exprimer et d'afficher sa situation. Donc on ne peut pas vraiment dire au demeurant que je le cachais, et pourtant, eh bien, l'idée d'intervenir sur ce thème, le dire ou le cacher, m'a bouleversé. Il se trouve que donc, vous avez compris, j'ai été victime d'un burn-out, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi. L'eau a passé sous les ponts, comme on dit, il y a du temps qui est passé, un accompagnement, etc., des soins. Et il y a même eu une reprise du travail. Donc, vous voyez, j'aurais dû, ou j'aurais peut-être pu, je ne sais pas, ne pas me laisser submerger de cette façon, et pourtant c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai eu ce réflexe. C'est quelque chose qui est ancré en moi, avec toutes ces questions qui sont remontées à me dire, oulala, que vont penser les autres, que vont penser mes collègues, que va penser mon employeur, quel regard va être porté sur mon intervention. On va essayer de ne pas y voir un ego surdimensionné, parce que peut-être qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Je me suis dit ça, bon, peut-être qu'ils n'en ont rien à faire, bon. Mais n'empêche que ça m'a submergé. Et puis, j'avoue aussi avoir eu des questions plus personnelles et intimes, aussi simples que vais-je y arriver? Suis-je légitime pour venir devant vous comme ça, présenter et intervenir sur ce sujet, burn-out, le dire ou le cacher? Parce que le burn-out, voilà, pourquoi on se pose toutes ces questions? Parce que le burn-out, c'est d'abord une question de perte de repères, ou plutôt perte de repères avec un S, parce qu'elles sont multiples, ces pertes de repères. C'est des pertes de repères pour vous, la victime, mais c'est aussi des pertes de repères pour vos proches, pour votre entourage, et même sans doute pour votre employeur. Alors, on en arrive à la question, je finis pour ce propos liminaire, et néanmoins intime, pour essayer d'aborder ce thème de burn-out, le dire ou le cacher. J'ai peur, je m'en excuse par avance, de prendre le risque de vous décevoir, mais je ne crois pas que je vais avoir la réponse à cette question. Pourquoi je n'aurais pas la réponse à cette question? Eh bien, parce que cela touche à beaucoup de paramètres qui sont propres à chacun, en fait. On est tous différents, on a tous un vécu et un parcours différent. Et donc, ça touche à trop de paramètres pour que je puisse vous apporter une réponse. Alors, ça touche à quoi? C'est quoi ces paramètres? C'est d'abord de l'intime. Faire un burn-out et prendre la décision, faire un burn-out, c'est une part d'intime, hein, ça a une forte part d'intime dans les causes, dans le déclenchement. Et donc, en parler, forcément, est intime. Alors, ça dépend d'où vous en êtes, vous-même, dans l'évolution de votre maladie. Donc, sous-entendu, je considère cela comme une maladie. Vous trouverez d'ailleurs sur le net assez facilement, ou sur YouTube, ou dans la littérature, des modélisations sur le net, sur les étapes qu'on franchit quand on a fait un burn-out dans la guérison de cette maladie. Je vous invite à aller chercher. Donc ça dépend évidemment de vous-même dans l'évolution que vous avez de cette maladie. Ça dépend de votre entourage, évidemment, de sa compréhension de ce qui vous arrive, de son acceptation, de son regard, de l'aide éventuellement qu'il vous apporte. Ça dépend de votre santé physique, mentale, morale, parce que tous ces items sont fortement impactés
par le burn-out. Et puis, bien sûr, quelque chose que j'avais perdu, eu un temps, ça dépend de vos émotions. Donc, premier point, ça touche à l'intime. De quoi d'autre ça dépend la décision de le dire ou pas est toujours en lien avec cette notion de burn-out. Ça dépend de votre environnement professionnel aussi, évidemment, selon qu'il est formé à ces situations, selon qu'il est informé, c'est déjà quelque chose, à ces situations, selon qu'il a la connaissance pour prendre en charge ou pas ces situations de burn-out. Ça dépend évidemment aussi du groupe, de l'entreprise, du type d'entreprise. Alors quand je dis entreprise, je mets ça avec un grand E, j'y inclus, sans vouloir, n'y voyez rien de particulier, mais j'y inclus évidemment la fonction publique, parce que la fonction publique n'est évidemment pas exempte aussi de ces situations. Donc, selon la typologie de l'organisation dans laquelle vous êtes, ça aura un impact. Selon votre statut aussi, évidemment, si vous êtes cadre, non-cadre, salarié, indépendant, j'en passe. Et évidemment, dans l'environnement professionnel dans lequel vous serez, ça aura un impact, évidemment, en termes de repositionnement, de métier, savoir si vous serez dans la même équipe, pas dans la même équipe. Et il est évident que si vous revenez d'un burn-out, enfin évident, je ne sais pas si c'est évident. Disons que il est possible, on va dire ça, il est possible que si vous êtes dans un très grand groupe, avec une multitude d'activités, d'opportunités, de postes, votre repositionnement pourra se faire plus facilement dans un environnement différent du vôtre. Si vous êtes dans une plus petite structure, ça va devenir plus compliqué, et donc probablement, statistiquement, vous reviendrez sur votre environnement, et on sait que toutes les études le montrent que suite à un burn-out, c'est très très difficile de revenir sur son environnement initial. Ça dépend de votre situation professionnelle, donc ça dépend. Je vais donner d'autres exemples. Dans votre situation professionnelle, c'est si vous êtes en arrêt maladie. Alors là, on va toucher plus directement sur est-ce que je dois le dire ou pas que je fais un burn-out. Parce que si vous êtes en arrêt maladie, vous allez avoir des questions. Ça peut arriver. Pourquoi vous êtes en arrêt maladie? Donc voilà un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'évidemment, c'est du secret professionnel. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, de l'arrêt maladie, des conditions de votre arrêt maladie. Après tout, quand vous avez la grippe, vous ne dites pas forcément que vous avez la grippe. Donc, pourquoi dire que vous avez un burn-out? Et en même temps, ça dépend de vous. Donc, votre situation d'arrêt maladie ou pas peut impacter. Selon aussi si vous êtes indépendant, chef d'entreprise. Je vais vous raconter une anecdote sur chef d'entreprise. Il y a un peu plus d'un an, j'ai rencontré un chef d'entreprise pendant des vacances. J'étais accoudé à un bar, pour ne rien vous cacher, avec un cocktail. C'était l'été. Ça arrive. Et un monsieur à côté que je connaissais absolument pas commence à parler et me dit qu'est-ce que vous faites? Et bon, dans ces cas-là, moi je suis responsable des ressources humaines. Puis en fait, le fait que je le connaisse pas, sans doute m'a libéré. Je lui dis voilà, moi en fait. J'ai fait un burn-out. Je crois que c'est la première fois que je l'ai dit, que je faisais un burn-out à quelqu'un. Enfin, en tout cas, autre que mon entourage personnel. Et lui, il me dit ah bon, vous avez fait un burn-out, tout ça? Ah ben, moi aussi. Incroyable, improbable. Et lui était chef d'une entreprise, responsable d'une entreprise. Il avait une PME, en fait, dans l'industrie. Il avait 200 collaborateurs ou salariés dans son entreprise, donc grosse PME. Hein. Et il était perdu. Parce qu'il se sentait tout seul en tant que chef d'entreprise. Il ne savait pas vers qui se tourner, surtout pas vers ses collaborateurs parce qu'il se sentait prendre des risques vis-à-vis d'eux. Pour ne rien vous cacher, au bout de 10 minutes, il me proposait un poste. En fait, il cherchait surtout quelqu'un qu'il aimerait et qui voudrait bien l'écouter et le comprendre. Donc, je lui ai dit non, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que, vous voyez, votre situation, votre position, votre situation professionnelle a forcément un impact. Je pense aussi, dans la décision de le dire, je pense aussi aux demandeurs d'emploi, parce que certaines personnes qui ont fait des burn-out peuvent perdre leur travail de
façon volontaire ou pas, en conséquence. Et se pose la question aussi pour eux de est-ce que je dois le dire ou pas? Moi, demandeur d'emploi. Alors, là aussi, vous trouverez un excellent article d'ailleurs dans Cadre emploi sur le net, assez facilement, avec un conseil qui, moi, j'ai trouvé assez intéressant, qui est d'être prêt à en parler plutôt que d'être fort. Voilà, je vous laisserai découvrir cet article. Et puis, il y a aussi, pardon pour ce panel, hein, ce descriptif de toutes les typologies de personnes qui pourraient être en burn-out, mais c'est important d'oublier personne. J'oublie pas non plus les personnes qui sont simplement chez eux et qui ont pu, pour des raisons X ou Y, faire un burn-out. Donc, on a dit que ça dépendait de l'intime, que ça dépendait de l'environnement professionnel, que ça dépendait de votre situation professionnelle, mais pas que, parce que ça dépend aussi du sociétal. Quel regard la société porte-t-elle sur le sujet? A-t-elle évolué? Sommes-nous toujours vus comme des victimes, des personnes fragiles? Et là, quand je dis fragile, c'est ici au sens accusateur du terme. Sommes-nous des personnes fragiles au sens condescendant du terme? Parce que les victimes de burn-out savent qu'on peut être facilement étiqueté de ce terme-là dans ces différents sens. Et peut-être même pour certains, et là je vais être un tout petit peu provocateur, des victimes d'un système capitaliste et libéral broyant tout sur son passage. Je le lis parce que je ne suis pas habitué à le dire, mais en fait c'est une remarque qu'un jour on m'a dit, ouais mais de toute façon c'est le système capitaliste et libéral qui broie tout sur son passage, tu es la victime de ça. J'en avais pas conscience, donc voilà, mais il faut accepter tous les avis. Bref, la liste est longue comme vous le voyez, et peut-être même comme vous le savez, et elle est aussi longue et sans doute évidemment pas exhaustive, parce que elle est aussi longue que notre société est diverse et complexe. Alors, le dire ou le cacher? Faut-il dire ou cacher son burn-out? C'est bien difficile d'avoir une réponse toute faite au regard de tous les éléments que j'ai abordés précédemment. C'est encore plus difficile pour moi d'être là, et je ne voudrais pas vous donner quelconque sentiment d'essayer de vous entraîner ou de vous conseiller, parce que, encore une fois, la réponse, ça viendra de vous. Ce que je peux partager, en revanche, avec vous, c'est une expérience modeste, la mienne, dont je suis sûr pour autant qu'elle n'est à ce stade pas encore définitive. J'ai donc, pour ma part, fait le choix de le dire, que j'avais fait un burn-out, à travers l'écriture d'un livre. En fait, plutôt que de le dire, je crois que je l'ai crié. J'ai crié dans ce livre que j'ai fait un burn-out. J'ai crié parce que j'avais besoin qu'on l'entende, parce que j'avais l'impression qu'on ne m'entendait pas ou qu'on ne voulait pas m'entendre. J'en avais besoin, donc, de l'écrire, à la fois parce que ça a eu un caractère thérapeutique. Écrire et formaliser cette histoire, les psychologues, les coachs l'expriment assez naturellement, que dans un cursus de guérison, il est intéressant de réécrire son histoire pour reformaliser les événements, les recontextualiser et, le cas échéant, pouvoir réfléchir à l'étape d'après, au rebond, ou en tout cas anticiper, prévoir ce rebond. J'ai écrit ce livre aussi parce qu'il y avait une forte dimension de reconnaissance. Je voulais exprimer à travers ce livre que, si, ça a existé, c'est arrivé. Là où, par moment, je pouvais avoir l'impression, légitime, juste ou pas, que c'était nié. J'ai écrit ce livre aussi dans le cadre d'une dimension professionnelle. J'étais, je ne suis pas sûr de savoir répondre encore à cette question, RRH de métier. Donc avec une part de responsabilité que je m'imposais sur cette notion de burn-out, tant pour moi que pour les autres. Et donc il me semblait intéressant de partager à travers ce livre aussi une vision RRH du burn-out. C'était aussi donner évidemment une perspective à mon parcours, un sens à ma prochaine étape professionnelle, l'écriture.
état professionnel que je ne connais pour autant pas encore aujourd'hui. Ça viendra. Dernier élément important de ma décision de le dire, c'était une dimension humaniste. Alors, c'est très pompeux comme terme, humaniste. Enfin, mais en tout cas, ce que je voulais, c'est que ce livre soit utile. Je voulais être utile aux autres. Je voulais apporter ce témoignage et le partager et essayer d'apporter quelques clés de lecture ou quelques clés de réparation ou quelques clés d'aide pour les personnes qui étaient victimes de burn-out. Alors, pour la petite anecdote, je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais dit donc une première fois dans un village de vacances. Alors, une seule personne que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais revu et je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. J'ai écrit ce livre, mais en fait, quand j'ai écrit ce livre, ce n'est pas la première fois que je le disais en public, puisque la première fois que je l'ai dit en public, c'était sur LinkedIn, dans un post totalement anodin. Et ce post anodin, qui m'a paru anodin, n'a manifestement pas été anodin, puisqu'il il est devenu viral et que j'ai eu des centaines de milliers de vues, plus de 500 000 vues en fait, des milliers de messages de gens qui m'ont dit « Waouh, vous avez dit dans votre post que vous avez fait un burn-out, et ben moi aussi j'en ai fait un. » Et donc ils m'ont écrit, j'ai reçu 1500 messages environ de personnes qui m'ont dit bah, voilà ce qui m'est arrivé. Et donc de toute cette matière-là, de ce signe en fait, de dire bah, moi je l'ai dit, et puis ça a entraîné d'autres, je me suis dit bah, je vais en faire un livre, et d'où l'utilité en fait du sens utile que je voulais donner à ce livre. Voilà, vous voyez, on est sur une expérience très personnelle qui reprend globalement tous les thèmes de décision que je vous ai donnés en amont sur est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois le cacher. Moi, j'ai décidé de le dire. C'est mon expérience, je l'ai dit, je le redis, je le redirai sûrement, parce que ça participe aussi à ma construction de l'après. Et parce que, surtout, j'espère, ça me semble utile pour les autres. Donc, j'aime cette idée de le partager. Et donc, dans ce sens utile et de partage, en fait, vous voyez, je n'ai pas de réponse à la question, enfin, je n'ai pas de conseil à vous donner à la question sur doit-on le dire ou le cacher. Ça vous est propre. Pour autant, ce qui me semble important, c'est ce que vous en ferez. Si je dois conclure cette brève présentation, et je l'espère ainsi ouvrir avec vous des échanges, burn-out, le dire ou le cacher, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais une condition est essentielle dans votre décision de le dire ou pas, c'est qu'allez-vous faire de votre burn-out? Qu'allez-vous construire autour de ce burn-out? Ou déconstruire peut-être? Que ce soit à titre professionnel, mais aussi évidemment personnel. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose que l'on échange. Et je rends la parole à Sébastien Vaumeron, que je remercie. Merci beaucoup, hein, Xavier, pour cet exposé, cette présentation. Alors, il y a deux questions qui ont été proposées. Moi-même, j'ai quelques questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer donc à la rubrique questions, posez les vôtres, ou bien renforcer celles qui ont été posées en cliquant sur la petite flèche vers le haut, le petit triangle. Je vais démarrer la partie de questions-réponses, si vous voulez, avec une question que je me suis souvent posée. C'est comment est-ce qu'on peut aborder auprès de quelqu'un qui est chargé des ressources humaines, hein, d'un responsable de ressources humaines, sa propre expérience de burn-out. Voilà. Comment est-ce que dans un entretien, bien sûr avec un RH bienveillant, on peut oser, je dirais, aborder cette question? Est-ce que vous voulez bien donner votre avis sur ce sujet-là? Oui, merci. C'est une vraie question. Alors, un RRH est forcément
sollicités par des situations de burn-out, que ce soit en prévention, parce que un RRH peut déceler au regard des échanges qu'il peut avoir soit avec le collaborateur, soit avec le manager, des situations de risque ou des situations de tension, ou avec d'ailleurs la médecine du travail, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le métier de RRH, c'est de travailler avec tous les interlocuteurs qui sont à sa disposition, assistante sociale, médecin du travail, le collaborateur, le manager. Euh, donc déjà en amont, le RRH peut être amené à en parler à un collaborateur ou une collaboratrice en le sensibilisant sur un risque qu'il pourrait déceler. Et puis après, effectivement, il y a la situation du collaborateur ou de la collaboratrice qui va partir en burn-out, en arrêt maladie le plus souvent. Encore que, il m'est arrivé une fois d'avoir un collaborateur qui s'est présenté dans mon bureau. C'était un jour à 18h. Et ce jour-là, je peux vous assurer que il cherchait quelqu'un pour pas faire une connerie. Pardon pour le terme, trivial, mais c'est vraiment le cas. Euh, donc il était venu parce que le RRH normalement est naturellement un interlocuteur pour prendre en charge ce genre de sujet, sans rentrer dans le champ médical ou quoi, parce qu'après il va orienter vers le bon interlocuteur. Mais donc en amont, ça peut être aussi pendant. Et puis évidemment, il y a le après et effectivement la question du collaborateur qui revient d'arrêt maladie et qui se pose peut-être la question de est-ce que je dois le dire ou pas. S'il y a une personne normalement à qui le collaborateur peut le dire parce qu'il y a un devoir de confidentialité dans les échanges, c'est bien son RRH. Parce que le RRH pourra le partager effectivement avec le médecin du travail, parce que là aussi il y a une confidentialité, c'est une relation tripartite. Mais il n'a pas vocation, si le collaborateur ne le souhaite pas, à aller en échanger avec son manager. Donc, alors la question c'est comment alors comment, j'ai envie de dire naturellement, simplement, pour reprendre la formule de tout à l'heure, c'est en parler le plus simplement possible en fait. C'est jamais facile, hein, je dis ça. Je me rends compte de l'énormité de ce que je dis parce que moi-même en parler, c'est pas facile pour moi. Alors, c'est très compliqué de dire en parler le plus simplement possible, mais les RRH sont des interlocuteurs privilégiés pour ces situations-là. Donc, comment, dans le cas d'un entretien, comment, par mail, parce qu'après, il y a tous les leviers possibles. Mais en tout cas, dans la relation, c'est de façon la plus simple possible qu'il faut l'aborder. Voilà, là, je conseille, alors pour le coup, là, c'est le RRH qui parle, je conseille vraiment aux personnes victimes d'en parler et de le partager avec leur RRH. Voilà. En fait, oui, parce que parfois, les salariés ont le sentiment que le RRH travaille plutôt pour le patron, le chef d'entreprise, la hiérarchie, que pour les salariés. Il peut craindre justement que ça soit un peu retourné contre lui, ce qui est une vision. Le RRH peut avoir aussi ce sentiment de temps en temps. C'est vrai. Non, mais c'est un positionnement très compliqué d'être RRH. Hein. Donc, Ouais. Voilà. Mais oui, le RRH est évidemment, il porte la politique RH de l'entreprise. Donc, il est forcément un des maillons de représentation et de management de l'entreprise. C'est sûr. Pour autant, un RRH a aussi, normalement, il est formé pour avoir cette sensibilité et ce recul. C'est quand même une fonction atypique, RRH. Hein. Vous êtes quand même si vous êtes porteur, vous êtes quand même toujours entre deux. Alors que ce soit entre manager et la direction, collaborateur-manager, direction-collaborateur, enfin voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a, au niveau des réponses, il y a François qui propose une question. On a un problème de compatibilité de flux, pour pouvoir passer à l'écran. Donc, on va voir si on peut résoudre cette difficulté.
Et en attendant, on va proposer à Michel de poser sa question. Donc, je vais l'inviter à passer sur scène. Voilà, l'invitation est en attente pour Michel. La plateforme dit qu'elle se prépare. La plateforme, pas Michel. Non, la plateforme. Michel. Je vois en tout cas dans le chat que la question du positionnement du RH est un sujet dans l'entreprise quant au soutien avec les salariés et où aussi évidemment de la confiance entre le collaborateur et la RH. Oui, la confiance est le ciment de toute politique RH. Entre les différents, confiance entre les différentes parties, bien sûr. Alors Michel, est-ce que ça fonctionne ou pas le passage sur non. Nous allons peut-être. C'est pas facile avec les flux réseau. Oui, pour certains. Les tuyaux Internet, comme pour parler de façon triviale. Bon, je vais relayer la question à ce moment-là et puis si Michel arrive à l'écran, elle pourra continuer de discuter avec. La question était, en fait, elle parlait de la question de la culpabilité. Elle disait que certaines personnes ont du mal à se sentir victimes d'un burn-out et qu'elles ressentent toujours de la culpabilité, même si elle n'est pas fondée. Voilà, elle précisait. Et elle demandait si vous aviez ressenti de la culpabilité également dans cette expérience de burn-out. J'en ressens tous les jours. Tous les jours encore? Oui. Pour une anecdote, oui, allez-y. Le burn-out est, enfin, je sais pas comment dire, c'est déclenché quand, a démarré quand? Alors, me concernant, il a fait un point de détail d'un mail reçu totalement anodin qui m'a fait partir en vrille il y a 1 an et demi. C'était en novembre, alors ça fait même plus qu'1 an et demi, hein, ça fait 1 an et 8 mois peut-être. C'était en novembre 2018. Oui, culpabilité, elle est toujours là. C'est fou, hein, parce que vous avez beau faire un travail incroyable avec vos accompagnants, psychologues, médecins. Elle est toujours là. Et vous voyez, pas plus tard que vendredi, dans un cadre professionnel voilà, où j'avais des échanges, eh bien, j'ai eu justement une forte. Enfin, je l'ai exprimé. Les larmes me sont venues aux yeux. Enfin, vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. Et c'est encore malgré très tout le présent. travail. Et la culpabilité oui, est toujours là. Ouais. Pourtant, on a beau me dire que non, faut pas se sentir coupable. Ouais, si, elle est toujours là. D'accord. C'est violent, hein, c'est très violent comme sentiment. Et on parlait de la confiance, retrouver la confiance, c'est très violent. Rester, trouver sa place, trouver du sens, enfin, tout ça sont des sujets, mais qui sont, enfin, on retrouve souvent hein, sur les différents forums pour les personnes en situation de burn-out qu'on peut trouver. On le retrouve, ce sont des thèmes qu'on retrouve très souvent en fait. Hein. Il y avait une question de François et j'arrive pas à faire monter sur scène pour des problèmes de flux. François disait que le burn-out n'est pas une honte et il est la conséquence d'une relation humaine qui a dérapé. Et que le dire, c'est aussi dire que l'on existe malgré tout. Il demandait quel était votre avis sur ça. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est une relation humaine. Alors, voilà, on rentrerait dans des débats philosophiques qui pourraient durer très très longtemps. Allons-y, on a encore du temps, allons-y. Parce que le RRH que je suis, au demeurant, vous dirait que c'est d'abord une situation professionnelle. Vous voyez, le truc assez froid. Ouais. Parce que, voilà, que
ce soit de réorganisation. Enfin, il peut y avoir plein de raisons hein, professionnelles qui emmènent dans la situation de burn-out, que ce soit le management, réorganisation, dilution des responsabilités, bref. Donc, on a tendance à mettre en perspective comme ça que ce sont les situations professionnelles. Mais en fait, ces situations professionnelles, elles découlent toujours d'une décision. Et les décisions, ce sont toujours des humains qui les prennent derrière. Alors, ils les prennent pas toujours avec conscience des risques qu'ils font prendre. Alors, vous voyez, il y a un deuxième débat derrière ça, qui fait vraiment débat pour le coup. Dans mon livre, je suis parti d'un postulat, c'est que humainement, les personnes qui prennent ces décisions-là, j'en connais pas, qui prennent ces décisions-là en se disant tiens, je vais faire exprès pour faire du mal à mes collaborateurs ou les mettre en situation de burn-out. J'en connais pas, j'en ai jamais rencontré. Donc je pars du principe que c'est plus par je peux dire ignorance parce que ce serait un terme. C'est quoi? C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Il suffit pas d'avoir une bonne intention pour que ça soit une intention bonne. Ouais, ou des certitudes que ce qu'on fait est bien est juste et qu'on a mis en place tous les bons accompagnements. Et vous voyez, j'ai eu beaucoup de débats là-dessus sur ce postulat dans mon livre avec des coachs, des psychologues, ou même des dirigeants. Je vois un dirigeant qui m'a appelé et qui m'a dit mais vous êtes naïf. Bien sûr qu'on le sait. Mais en fait, il faut qu'on avance parce que nous-mêmes, on doit répondre à des enjeux. Et donc, on avance et ça peut aussi. Enfin, je trouve ça d'un cynisme juste totalement fou. Mais bref, donc c'est un débat. Moi, je pense quand même que le fait de le savoir et que les décisions seraient prises en ce sens-là, c'est quand même très à la marge et très rare. J'en ai pas rencontré. Et qui plus est, c'est pour ça qu'il y a aussi une autre dimension humaine. Je remercie François pour cette question, c'est que vous mettez 60 personnes dans le même environnement, dans les mêmes conditions, tout le monde ne va pas partir en vrille. Enfin, pardon, en vrille, c'est mon expression de me qualifiant de burn-out. Tout le monde ne va pas partir en burn-out. Il y a peut-être, il n'y a pas de statistiques faisables, mais peut-être 2, 3, 1 qui vont partir comme ça en burn-out. Donc, vous voyez, c'est aussi parce que c'est propre à chacun, soit à ses valeurs, soit à sa constitution, à sa vision. Enfin, bon, et il y a aussi plein de raisons. Ça voudrait dire qu'il y aurait éventuellement des composantes personnelles impliquées dans le burn-out. C'est ce que vous laissez entendre. Alors, je vous propose. Pardon, je le laisse entendre, mais en fait, il y a des écrits, il y a de la littérature sur le sujet, qu'il y a effectivement une part évidente d'intime, et puis évidemment, il y a la part de l'environnement professionnel. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas inverser les rôles. C'est que c'est d'abord la sphère professionnelle qui déclenche le burn-out, parce qu'il y a une part d'intime. Alors, Technologia, qui est un cabinet spécialisé, je le cite dans mon livre, avait fait une étude sur le sujet. Alors, ils avaient mis des pourcentages. Je suis un peu circonspect par rapport à cette notion de pourcentage, mais c'était 70%, grosso modo, environ 70% de part de responsabilité pour l'entreprise et 30% pour les collaborateurs. Et pas l'inverse. Non, mais ceci, c'est important parce que c'est pas l'inverse. D'accord. Alors, cette question est une question qui revient assez souvent à la part de responsabilité de l'entreprise et puis je dirais le fait que la personne qui est en burn-out, eh bien, c'est celle-ci et pas son collègue qui est en burn-out. Donc, je vous propose de participer à un sondage, d'aller sur la rubrique sondage et de voir un peu quel est votre avis à vous sur cette implication, soit que personnelle, soit que professionnelle ou un mix des deux entre du personnel et professionnel. Voilà. Donc, vous allez sur l'onglet sondage en haut à droite et puis vous pouvez choisir votre réponse. Voilà. Donc, pour l'instant, pour les personnes qui ont participé au sondage, on est à 75% avec une implication personnelle et professionnelle. Voilà, ça rejoint ce que vous dites sur cette double causalité d'éléments du travail et puis de facteurs individuels. Il y avait une question
de Magali qui demandait quel était le rôle qu'a joué le médecin du travail dans votre propre expérience du burn-out. Comment a réagi votre médecin du travail? Comment votre médecin du travail s'est positionné vis-à-vis peut-être de l'employeur aussi et vis-à-vis de vous? Alors, vis-à-vis de moi, il se trouve que comme je travaillais avec ce médecin du travail, on se connaissait bien et que donc on avait un rapport Oui, parce que c'est un médecin du travail interne, c'est ça, interne, hein, dans l'entreprise. ouais. Voilà. Ouais. Donc vous le Donc, connaissiez on avait un rapport par... privilégié et donc, à titre individuel, eu un accompagnement tout à fait remarquable. Euh, la question de l'accompagnement de médecins du travail est quelque chose de très sensible parce que, alors, vous voyez, au regard des milliers de messages ou des échanges que j'ai pu avoir avec nombre de personnes victimes de burn-out, j'ai pu constater que selon la région, selon l'organisation, il y a des disparités énormes dans la prise en charge des situations. Euh, parce que ça dépend des politiques régionales, parce que ça dépend de la relation. Quand on est sur des médecins externes, ça dépend de la relation que ce médecin peut avoir avec l'entreprise. Euh, enfin, c'est très complexe. Alors c'est assez injuste du coup. Enfin, moi je trouve ça assez injuste dans le sens où ça ne donne pas à tout le monde les mêmes possibilités d'accompagnement. Voilà. Mhm. Je... C'est compliqué quand vous êtes sur des médecins externes, par exemple. Alors, et en même temps, c'est intéressant parce que quand vous êtes médecin externe, vous êtes neutre. Vous n'êtes pas justement en interne. Et quand vous êtes en interne, vous êtes d'une certaine façon lié à votre employeur. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est un peu comme le métier de RH, hein, le métier de médecin du travail. Vous êtes à la fois salarié et à la fois en accompagnement médical de collaborateurs. Et donc, c'est un équilibre très difficile à trouver Mhm. pour quand on est en interne. Et en même temps, quand on est en externe, on peut être très loin des situations réelles ou influencé par d'autres facteurs externes. Donc c'est compliqué cette situation de l'accompagnement médical avec le médecin du travail. Ouais. Et quand je dis ça, je ne remets en aucune façon aucune compétence professionnelle hein, Mhm. ou implication. Je ne doute pas que tous sont. Mais voilà, c'est un problème d'influence, de politique plus globale. C'est assez compliqué comme sujet. Mhm. Pascal demandait, en fait, elle disait qu'il y a a priori une donnée culturelle peu ouverte en France sur ces sujets hein, des risques psychosociaux et du burn-out. Euh, elle demandait si vous pensiez qu'il commençait à y avoir une ouverture plus humaniste dans le monde des ressources humaines. Euh, oui, alors, Est-ce que la vision des ressources humaines évolue sur ces questions-là, sur les risques alors, psychosociaux? Parce que les risques c'est, physiques, les c'est- risques chimiques, tout ça, bon, d'accord, ça c'est bien connu, c'est bien maîtrisé, mais les risques psychosociaux, c'est des fois un peu plus difficile à cerner. le burn-out est un fait social aujourd'hui que plus grand monde ne peut nier. Euh, le burn-out est un fait social que les RRH, les DRH en général, donc ça inclut tout le personnel RH, Hum, pour lesquels ils sont à minima sensibilisés. Je ne dis pas formés, je dis sensibilisés. hum, Euh, donc oui, les choses avancent. On voit aussi de plus en plus de, de débats. Enfin, ça fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale. oui, tout à fait, Euh, oui, oui, hein, oui. il y a eu plusieurs tentatives de, de, Hum. de, de reconnaissance par l'Assemblée nationale. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Non, pour l'instant, Euh, l'épuisement professionnel n'est pas une maladie professionnelle, voilà, effectivement. c'est ça. Après, il y a eu plusieurs initiatives. Alors, moi, j'avais écrit très modestement au président de la République directement, qui m'a répondu. Ah oui, Et moi, j'ai un courrier d'Emmanuel Macron qui m'a répondu sur la problématique du burn-out, disant qu'effectivement, c'était un sujet que le ministère du Travail voulait prendre en charge, devait prendre en charge, pas pouvait, c'est devait prendre en charge, euh, et que des travaux allaient être lancés. Bon, euh, voilà, alors notre ministre du Travail est une ancienne DRH, qui, en tout cas, dans l'expression sur le sujet, a eu une expression
ça devait être en avril 2019, quelque chose comme ça, ou octobre, ou bref, peu importe, qui avait dit que c'était compliqué parce que pour elle, c'était d'abord une situation personnelle, vous voyez, typiquement. Hmm. Et que donc, on pouvait pas le qualifier de maladie professionnelle. C'était un postulat, j'imagine. Donc, en tout cas, le monde s'ouvre et le monde découvre. Hein, rendons-nous compte quand même. Hein. D'abord, les médecins aussi, les médecins généralistes, de plus en plus, de plus en plus sont des déclarations sous forme d'accident du travail. Hmm. Alors que aujourd'hui, c'est très difficile de le faire reconnaître en accident du travail, c'est souvent requalifié. Donc, il y a des initiatives de plus en plus. N'oublions pas que c'est 30 à 100 000 personnes par an, hein, le burn-out. Hein. Et c'est un coût estimé de 3 milliards d'euros pour la Sécu par an. Hein. Quand même. Ce qui représente quand même une somme très importante. Hein. Et beaucoup de personnes Ça fait en beaucoup de zéros, en souffrance. tout cas. Ouais. Enfin, 30 à 100 000 personnes, c'est quand même fou. Hein. Hmm. Et c'est très difficile de faire des statistiques, justement, parce que les médecins sont un peu démunis, et donc, y a pas de... ils ne peuvent pas mettre sur l'arrêt maladie burn-out. Non, tout Alors, à fait. Oui. Oui. donc, ils mettent risque anxieux majeur, dépression, syndrome dépressif. Hmm. C'est très En fait, il y a difficile de faire des... il y a une psychiatrisation hein, de l'épuisement professionnel, puisque les médecins généralistes, effectivement, n'ont pas le droit de marquer burn-out. Et s'ils le font, ils s'exposent à des représailles du Conseil de l'ordre. Hein. Donc, ils Je n'ont vois... comme possibilité que de mettre ça, dépression, syndrome anxio-dépressif. Il y a des médecins qui me disaient qu'ils mettaient syndrome psychosocial. Voilà, ce qui se rapproche ouais. peut-être le plus de ces questions-là, oui. Il y a eu, Pascal a posé une question qui est à peu près la même que Nadine. En fait, elle demandait toutes les deux quelles étaient les vraies raisons de votre burn-out, si c'est pas indiscret, les vraies raisons. Est-ce que c'était la pression professionnelle? Est-ce que c'était le jugement ou les valeurs qui étaient en jeu? Et tout en disant bien que c'est pas obligé de répondre à cette question si c'est délicat pour vous. C'est très complexe. Longtemps, j'ai cru que j'étais dingue, en fait. Dingue au sens Que j'étais de fou, quoi. fou Que, en carrément. fait, ouais, donc, longtemps, j'ai cru que c'était fou, Comment? enfin, qu'il fallait être fou pour faire un burn-out. Enfin, alors que, bizarrement, j'en avais accompagné en amont. Donc, j'avais une conscience en tant que RRH pour les Ouais. autres. Mais pour moi, j'en avais pas une conscience. C'est-à-dire que pour moi, c'était un truc, j'étais dingue, quoi. C'était pas Vous voulez possible dire qu'en autrement. fait, vous connaissiez le burn-out, vous aviez accompagné des Ouais, salariés en ouais, situation de burn-out, ouais. et vous n'avez pas vu que Non. vous étiez sur la même voie. Mais, vous savez, quand je me suis retrouvé, enfin, euh, ça a fini très mal finir pour moi, hein, objectivement. Je peux vous assurer que le matin où je me suis retrouvé en urgence dans le bureau du médecin du travail, où la question c'était est-ce que j'appelle les pompiers et qu'on va t'hospitaliser, enfin, on en était là. Je lui ai dit, c'est quand même fou que moi, RRH, qui suis censé voir ça pour les autres, je ne l'ai pas vu pour moi. Et D'accord. non, mais bon, donc ça devient un peu compliqué. Non, les vraies raisons, vous savez, les vraies raisons, elles sont ni plus ni moins que les mêmes que celles de beaucoup de personnes. Des facteurs d'instabilité, voilà, il y en a multiples. Et vous voyez, là aussi, c'est pareil. Alors, euh, c'est difficile d'aborder ce sujet parce que je voudrais pas laisser penser que je porte un jugement sur mon employeur ou une critique particulière, en tout cas Ce qui n'est directe. pas le cas, clairement. Il n'y a Non, pas du non, ce qui n'est pas le tout. cas, et mon livre n'y fait même pas référence. Du Tout à reste, fait. j'essaie de me mettre à un niveau plutôt d'essayer d'apporter des solutions, des clés ou des pistes de réflexion Oui, c'est ça. sur le sujet plus global. Hein. C'est un Euh, ouvrage qui part de votre expérience personnelle et qui pose la question du burn-out et qui amène une réflexion. oui, c'est Et ça. c'est valable pour toute personne. Enfin, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et il n'y a pas du tout d'accusation enfin, je veux dire, d'un rapport d'employeur ou autre. Mais pour répondre, essayer de répondre à la question, je dirais que je n'ai pas échappé aux règles de déclenchement des burn-out, voilà, propres enfin, qui sont très courantes en fait. Enfin, voilà. D'accord. Après, il y a quand même une chose qui est importante et que je vois dans le chat, c'est Chantal là, qui met un commentaire sur la question du sens au travail. Ce qui est Oui. sûr, c'est que les personnes qui font des burn-out sont des personnes qui
statistiquement, sont toujours très impliqués et ont un fort engagement et un sens des valeurs très élevé. Voilà. Et donc, je rentrais sans doute dans cette catégorie-là. Voilà. Hmm. Et d'où la perte de sens qu'on a tous après, de se dire à quoi ça sert tout ça. Voilà. Et oui, c'est D'accord, ouais. normal, faut pas en avoir honte, c'est a priori normal d'avoir cette perte de sens. Hmm. En tout cas, c'est ce que me disent les différents intervenants psy que j'ai pu rencontrer. D'accord. Dans le chat, en fait, Delphine fait remarquer que le burn-out fait généralement découvrir les limites de la personne, ses limites professionnelles, émotionnelles, etc. Et elle dit qu'elle a eu le sentiment de le vivre comme un échec. Et elle demande si c'est partagé. Je vous propose de répondre à sa question. Et je vous la soumets sous forme de sondage. Voilà. Est-ce que le burn-out, si jamais vous avez vécu le burn-out vous-même, est-ce que c'est vécu comme un échec ou pas? Et puis, si vous accompagnez des salariés qui ont connu un burn-out, est-ce que vous avez remarqué que eux-mêmes le vivaient ou pas comme un échec? Je vous donnerai mon avis après. D'accord. Mais vous pouvez faire en même temps, hein, vous pouvez participer au Ah oui, moi je peux sondage. participer. Ah oui, tout à fait. Ah, En bah, allant si dans la j'ai rubrique réussi. sondage, vous pouvez répondre aussi à Ah, la mais. question. Ouais. Ok. Mais ce n'est pas obligé. Voilà, on est à... Ah, ça s'équilibre, presque. Il y a une majorité quand même de personnes qui l'ont vécu comme un échec. Hein. 60% des personnes indiquent l'avoir vécu comme un échec. Ouais. Ouais. C'est, Alors, ça serait intéressant. il manquait dans la réponse un je ne sais pas. Alors, qui Je peux le Non, rajouter, le je ne sais pas. oui, Oui. non, je ne sais pas. Oui. Peut-être que c'est l'abstention Un échec, finalement au ça se sondage. mesure. Le problème de l'échec, c'est que ça se mesure dans le temps, en fait. Évidemment, à un moment T, après le burn-out ou dans une situation où pendant le burn-out, on peut avoir ce sentiment d'échec en disant mince, je vais pas m'en sortir, j'ai Mais tout gâché. Mais en fait, ce qui est important, c'est dans le temps. La vision d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de dans 6 mois ou dans un an. Je... justement, c'est la question que vous posiez tout à l'heure en disant qu'est-ce que vous en faites après de ce Ouais, burn-out? c'est ça, oui. Il y a une perception qui évolue avec le temps, un peu comme un processus de guérison où on a très mal au début et on a de moins en moins mal. Et est-ce que, je dirais, est-ce que dans certains cas, ça peut finalement devenir une force supplémentaire? Alors, il y a Est-ce... beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Hein. Vous avez des personnes qui ont su rebondir dans des activités des fois totalement différentes de ce qu'ils faisaient. Je pense à une personne qui a monté une pièce de théâtre, par exemple, et qui est devenue Mhm. actrice, Christelle Perrault, voilà, qui a fait un burn-out et qui en a fait une pièce de théâtre. Vous avez les personnes qui changent complètement radicalement de métier, qui vont faire boulanger, maçon ou je sais pas quoi, Mhm. et qui trouvent leur voie en fait dans l'idée voilà, de faire quelque chose de leurs mains. Enfin, donc il y a des réussites évidemment, heureusement. Heureusement, il y a plus de, enfin, ouais, il y a des réussites. Après, je sais pas dire, j'ai pas de statistiques en la matière mais Et vous, en fait, la question que j'ai envie de vous ouais. poser, c'est vous, après cette expérience, vous avez le burn-out, vous l'avez connu parce que vous avez accompagné des salariés qui étaient en épuisement professionnel. Ensuite, il y a eu le vôtre. Et aujourd'hui, même si vous sembliez dire tout à l'heure qu'il reste encore des moments un peu douloureux dans votre vie liés à ça, est-ce que vous, ça vous a amené une force supplémentaire dans l'exercice de vos fonctions de responsable de ressources humaines? Est-ce que votre métier, finalement, j'allais dire un peu comme un bénéfice secondaire, va gagner des choses supplémentaires suite Je, à votre je, je ne expérience? crois pas que je referai. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça m'a donné une force. Aujourd'hui, je suis pas sûr encore. Mhm. Euh, En fait, je ne crois pas, pour l'instant, avoir. Enfin, je dis ça, c'est assez bizarre de dire ça. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui écoutent. Euh, mais je ne crois pas aujourd'hui, au 23 juin, que ce soit une force, encore une force.
D'accord. Euh, je ne sais pas si je reprendrai un jour. J'ai effectivement repris une activité professionnelle, mais je ne suis pas. C'est pour ça que je dis je suis, j'étais RRH, parce que je ne sais pas trop, mais je suis pas sûr que je reprendrai le métier de RRH. Enfin, Hmm. je pense que ça D'accord. sera compliqué. Donc, et encore, et en même temps, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, Hmm. vraiment, je suis. Vous savez, enfin, il y a aussi les problèmes de degré de burn-out, en fait. Jusqu'où vous êtes allé dans le burn-out? Enfin, Hmm. dans l'autodestruction, en fait. Donc, euh, on verra. Moi, je suis pas sorti encore. Voilà. Mais D'accord. tout le monde n'est pas. Vous savez, mon médecin, quand il m'a vu, il m'a dit il n'y a pas très longtemps, je pensais que vous étiez perdu pour le travail, quoi, pour le monde du travail. Hmm. Tellement je suis allé loin dans. Donc, je ne sais pas vous dire. D'accord. Pascal, elle pose une question intéressante et qui, qui, qui relève de la curiosité, hein, euh, bien placée, et je partage son avis. C'est qu'est-ce qui a déclenché l'écriture, en fait, de votre livre, pour aller jusqu'au courage de la publication? Parce que Ouais. beaucoup de personnes écrivent chez elles, dans leur chambre, dans leur bureau, et puis arrangent les feuillets comme ça, dans un dossier bien caché derrière des livres ou derrière une armoire pour que personne ne les lise, ou sur leur ordinateur avec un mot de passe pour entrer sur le fichier. Vous, vous avez écrit, vous êtes allé jusqu'à la publication. J'avais Qu'est-ce quelque qui chose à a dire. motivé ça? J'avais quelque chose à dire. Ouais. Ça peut paraître. C'est presque aussi simple que ça, en fait. J'avais quelque chose à dire. Voilà. Et en fait, quand il y a eu ce fameux post LinkedIn avec tous ces messages qui me sont arrivés, qui m'ont au départ débordé, parce que je ne savais pas comment traiter ça. Enfin, Mhm. quand vous recevez 1500 messages de gens qui vous appellent et qui vous disent, voilà, moi aussi, ou voilà, ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes vous-même en plein marasme, voire même, j'ai eu des situations de deux personnes qui m'ont écrit en me disant, voilà, j'en peux plus, je vais en finir. Mhm. Pardon, enfin, Oui, c'était, voilà, hein, ça devait être c'était quand assez même violent quand même. assez violent. Donc, Ouais. tout ça, j'ai répondu à chacun, hein. Ouais. Individuellement. Chaque personne a eu une réponse, ça c'est sûr. Euh, et en fait, j'ai mis tout ça de côté. Et puis, c'est des amis qui m'ont dit, bah tiens, tu sais, c'est une richesse énorme, tu devrais en faire quelque chose. Bon, et puis, à ce moment-là, j'étais pas. Et puis, un jour, comme un déclic, c'est que dans ma tête, en fait, est apparu les chapitres. Mhm. Et je m'y suis mis et je l'ai écrit en. Bon, alors je me suis beaucoup documenté aussi avant d'écrire, hein, parce qu'il y a toute une bibliographie derrière. Et ouais, je l'ai écrit. Ouais. J'avais quelque chose à dire. Je crois que c'est aussi simple que ça. Vous voyez, tout à l'heure dans la présentation, j'ai dit que moi je l'ai dit. En fait, je l'ai crié en fait. Voilà. Donc dans ce livre, j'avais quelque chose à crier. D'accord. Écrire, c'était une façon de crier les choses. Ouais. Et puis, Ouais. par contre, voilà, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai aimé écrire. Et donc, j'ai continué. Donc, j'ai écrit des chroniques hebdomadaires pendant la période de Covid, que j'ai publiées sur LinkedIn ou sur ma page Facebook, Mhm. que j'ai envoyé d'ailleurs pour un concours d'écriture, vous voyez, Mhm. sous forme de recueil. Et puis, j'ai commencé un roman qui n'a rien à voir avec ce qui m'est arrivé, dont j'ai écrit une partie, enfin, déjà un certain nombre, pas mal de pages, donc, qui est plutôt en suspens depuis d'ailleurs plusieurs semaines, mais que je reprendrai le moment venu. Enfin, voilà, mais c'est pas un projet professionnel parce je, je, je ne m'appelle pas Jean d'Ormesson. Oui, c'est difficile de vivre de Donc l'écriture. voilà. Tout à fait. En fait, quand vous disiez tout à l'heure, et vous, qu'est-ce que vous en ferez après de cette expérience de burn-out? Vous, alors je ne sais pas si ça, et vous allez peut-être nous dire si ça a fait naître le goût de l'écriture. En tout cas, ça lui a permis de s'exprimer. Et peut-être que ce que ça vous amène à vous de nouveau dans votre vie, l'expérience de burn-out, c'est peut-être ça, ce passage à l'écriture. J'avais le goût de la littérature, Oui. ça c'est sûr. Et la littérature plutôt classique. Mhm. Euh, disons que l'écriture est un. En fait, on écrit quand on a quelque chose à dire, vous voyez. Et la raison pour laquelle mon roman, il est
il est bloqué depuis quelques semaines. C'est que Ouais. pour l'instant, j'ai rien à dire de plus. Voilà. C'est ouais. Enfin, je vous dis ça, j'ai l'impression d'être totalement terre à terre, mais c'est ça. Je, 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 Hmm. je sais pas si le, disons que peut-être, sans doute peut-être n'aurais-je jamais écrit si j'avais pas fait de burn-out. Ouais, c'est vrai. Parce Oui. que finalement, ce burn-out m'a permis de déclencher le livre Burning Out, Oui. et du coup, de là, a suivi le reste. Alors, donc Voilà. finalement, ça a été l'occasion d'amorcer ce travail d'écriture. En tout cas, un travail personnel Ouais. de voilà, une première étape ou un premier pavé dans la construction d'une étape personnelle. Hmm. Voilà, qui Euh, m'emmènera peut-être vers un. Je ne sais pas où ça m'emmènera, mais on verra bien. d'accord. Il y a toujours sur cette question-là, en fait, Zem nous demande, est-ce que pour vous, finalement, ça serait pas une forme d'autothérapie, l'écriture? Alors, du livre Burning Out, peut-être pas le roman après, mais au moins Oui, oui, ce oui. livre-là. Je l'ai dit effectivement dans la présentation, c'est que ça avait un caractère thérapeutique, effectivement. Hmm. Incontestable, alors totalement inconscient sur le moment, mais conscient a posteriori de me dire, ah oui, effectivement, pour en avoir échangé, hein, ne serait-ce qu'avec les personnes qui me suivent. Hmm. Quand je dis personnes qui me suivent, c'est d'ordre médical, hein, j'entends. Mhm. Euh, et oui, oui, c'est aussi, c'est remémoriser, c'est refaire travailler le cerveau, parce que le burn-out, c'est un traumatisme pour le cerveau, hein. Donc, il a Hmm. besoin, dans le cadre de sa thérapie, de réécrire et de reformaliser les souvenirs, de le réorganiser, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'événements, d'importance, de hiérarchisation des choses. Et donc, ça a participé, oui, effectivement. Hmm. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. La première chose que vous faites dans le cadre de la thérapie avec votre psychologue ou psychiatre, selon par qui vous êtes accompagné dans le cadre de votre burn-out, c'est expliquer ce qui vous est arrivé. Hmm. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes dans ce bureau et de dire, voilà, au début, vous expliquez juste que vous avez reçu un mail totalement anodin, que vous êtes effondré, que vous êtes mis hurlé dans votre bureau, et voilà, sans mesurer le sens que ça a et tout ce qu'il y avait avant Hmm. et peut-être ce qu'il y aura après. Vous voulez dire qu'en fait, quand on fait un burn-out, on ne sait pas ce qui nous arrive et que c'est dans l'après-coup qu'on prend conscience de ce qui s'est passé? Oui, mais c'est très long. Oui. Et c'est très long, et vous voyez, vous avez tous les symptômes qui continuent derrière, hein. Pas plus tard que. Enfin, je fais des cauchemars violents quasiment toutes les nuits. Enfin, Hmm. quand je dors, enfin, quand je. Enfin, voilà, Oui, quand vous dormez, c'est-à-dire quand vous arrivez à dormir. oui, 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 voilà, quand vous arrivez à dormir, finalement, le sommeil n'est pas si oui. serein que Et ça. ça fait un an et demi, Ouais, hein, donc. ouais. Alors après, il y a différentes étapes. Mais c'est le cerveau qui travaille, en fait, hein. C'est ni plus Hmm. ni moins que le cerveau qui travaille, qui remet les choses en place, qui. Voilà. Donc D'accord. oui, le livre participait à cette thérapie, mais c'est pas le seul et c'est pas fini. Alors, il y a une question, la question se poursuit en fait dans le fil des questions en vous demandant, dans ce cas, si l'écriture participe d'un processus d'autothérapie, dans quelle mesure saurez-vous quand vous aurez terminé cette partie d'autothérapie? Est-ce que, d'abord, on peut se demander si c'est terminé un jour. Est-ce que, finalement, est-ce qu'on en vient un jour à bout de ces questions qu'on se pose sur soi-même? Et dans votre cas? Eh ben, dans mon cas, le livre, il est sorti tout fin décembre. Oui, dernier, en décembre En, 2019. voilà, 2019, Ouais. ouais. Et en avril, mai, le confinement hein, a commencé le 16 mars. Donc en ouais, fin mai, j'ai Hmm. sorti une V2 en fait. Une D'accord. version un peu. Euh, une version, ouais, alors je sais pas si j'allais dire améliorée. Enrichi? Enrichie, merci. Parce Complété? qu'améliorer, c'est. Enrichi? Ouais, exactement. Sur Ouais. une partie qui manquait, qui était la partie reprise du travail, en fait. D'accord. Voilà. Et vous voyez, j'ai eu des échanges la semaine dernière avec. Parce que du coup, je suis beaucoup sollicité sur ce livre par des coachs, des psychologues, bah, comme vous, hein, en fait, Hmm. Sébastien Vaumont. Euh, et du coup, j'ai des débats, des échanges. Et là, la semaine dernière, un coach qui m'a appelé et qui m'a dit ah, c'est dommage, vous auriez pu parler de ça, rajouter ce. Enfin, parce qu'en fait, c'est sans fin, en fait. Effectivement, je pourrais.
Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais je dis pas que dans 6 mois, dans un an, quand ce sera un Burning Out, best-seller, 2 ans quand ce sera, après, quand qu'en ce sera un est-il? best-seller. Ouais. Non, voilà, c'est pour ma candidature au prix Goncourt, je veux dire. D'accord, d'accord, on note, on note. Notons. Si on a le droit de vote, d'accord. Bon, Voilà. est-ce qu'on arrive à peu près au terme de cet entretien? Ouais, Est-ce qu'il y alors a d'autres juste, hein, questions? Oui, pour ceux qui, voilà, gardez courage, n'ayez pas honte, et puis vous le direz oui, c'est quand vous le important. direz, si vous le dites, voilà, et puis quand vous le sentirez. C'est surtout ça qui est important. Et prenez Ouais, soin de vous. voilà. Ouais. Est-ce qu'il reste encore une ou deux questions ou on termine là? Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie vraiment pour cette participation à ce live RPS QVT. La Merci question de du m'avoir burn-out, invité, hein. ben, c'est un plaisir. La question du burn-out est une question qui défraie souvent les médias, les chroniques, et qui est souvent traitée dans le cadre journalistique. Là, on avait à la fois la chance d'avoir quelqu'un qui a, enfin, je dis la chance pour nous, hein, bien entendu, quelqu'un qui a connu le burn-out, mais quelqu'un aussi qui est RRH et qui, de ce côté-là, nous a apporté quand même un éclairage important. La prochaine session du live RPS QVT, c'est mardi prochain à 12 heures. Et ça sera Raïssa Magrandji qui sera là et qui viendra nous parler de la communication non violente, qui est aussi appelée la CNV, en entreprise. Voilà. Donc vous avez le lien d'inscription sur la page où vous êtes inscrit là. Il y a également une liste de diffusion pour recevoir directement dans votre boîte mail toutes les prochaines sessions. Et sachez qu'il y a en cours d'organisation des sessions avec 2 intervenants qui seront issus de pays différents, hein, puisque ça se veut sur la francophonie. Donc, c'est en train d'être réfléchi avec notamment en ressources humaines, peut-être avec vous, Xavier, une prochaine fois, pour la Avec France, et plaisir. puis des personnes, des responsables de ressources humaines, soit au Québec et ou au Maroc notamment. Voilà. Donc, je vous remercie de votre participation, Xavier Ménard. On peut retrouver votre livre, on les retrouve où chez les libraires, Alors, sur le les plus souvent sur plateformes? commande, le plus souvent sur commande chez les libraires, effectivement, parce que il est rarement directement en rayon, donc c'est D'accord. souvent commandé. Ou sinon sur les plateformes, effectivement, en version numérique ou papier d'ailleurs, Oui, sur les plateformes connues, d'accord. Les voilà, plateformes que je ne connues, citerai pas parce que je ne ferai pas voilà, de pub. que nous connaissons tous et qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous, et puis à la semaine prochaine pour la communication non violente en entreprise. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.